Alors en effet, sur ce livre, il n'y a pas écrit roman. C'est un récit. Je voudrais quand même citer la phrase que vous avez mise en épigraphe, qui est une phrase de Michel Butor, parce que c'est pas seulement une histoire de mère, c'est une histoire d'écriture, ce livre. Écrire, c'est détruire les barrières. Donc en fait, on va parler de votre histoire avec votre mère, mais je crois qu'il faut commencer par le fait que dans votre famille, il y avait un tabou, c'était l'écrit. Oui, l'écrit était entouré à la fois de respect et de peur. Je pense que la peur était d'origine sociologique au départ. C'était donc un milieu, on ne va pas dire modeste ni simple parce que je n'aime pas beaucoup ces mots, c'est un milieu pauvre. Et quand j'ai étudié la généalogie, je pense que c'était des pauvres fils de pauvres et petits-fils de pauvres depuis que les pauvres existent certainement. Et donc, mon père avait été retiré de l'école à 11 ans, comme c'est fréquent dans tout l'Hexagone, même en Europe, et que ça allait encore dans beaucoup de pays du monde, pour travailler donc comme jeune garçon de ferme, enfin en fait enfant esclave, et il avait été placé il dormait dans la soue à cochon, enfin dans le grenier de la soue à cochon. Et il avait vécu ça comme une grande cruauté parce qu'il était doué pour les études et en fait il était le 10e de 10 et il fallait qu'il nourrisse sa mère. Et pas d'assurance, retraite, etc. Et il m'a dit, enfin, très tard dans la vie, genre à 88 ans, qui s'était sauvé avec un vélo de cette Bretagne des forêts, de Bretagne centrale. Il était arrivé dans cette ville francophone qui était Lorient, et sa phrase avait été « J'avais désappris le français que j'avais appris à l'école, et je l'ai réappris avec l'argent de ma première paye, qui m'a permis d'acheter une grammaire française, et ensuite j'ai écouté les gens. » Donc j'ai compris à ce moment-là que la langue française avait été une conquête pour lui. C'était pas le cas de ma mère, qui était née pas loin de cette ville portuaire francophone, Lorient, et elle avait été retirée de l'école, elle aussi, avant de passer son brevet, parce qu'il fallait l'argent, toujours de la même façon, et elle était devenue couturière. Et pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'un et l'autre séparaient mon père dans un stalag en Allemagne et cette jeune femme avec un bébé qui avait dû fuir la destruction de la ville, toujours dans la Bretagne centrale, s'était sauvée par les livres. Ils avaient lu. Ma mère avait notamment lu Colette. Zola, mais Colette, un jour elle en a parlé quand j'étais enfant. Et si vous voulez, il y avait simultanément l'idée que l'écrit, c'est ce qui sauve, c'est essentiel, c'est le passeport thérapeutique quand on est dans la douleur ou la maladie ou la séparation. Et puis l'écrit, c'était cette phrase qu'on prononce souvent dans ces milieux-là. Je pense qu'elle est encore dite. C'est pas pour nous. Et donc, quand il devait faire, par exemple, une lettre à la sécurité sociale ou à l'administration fiscale, etc., moi, ce qui m'avait frappé enfant, c'est d'abord, il faisait des brouillons à deux, et ils étaient tremblants quand il la recopiait, vous savez, sur ces papiers à lettres qui avaient des lignes. Et il y avait toujours un, comme je dis dans le livre, pour dire à l'autre, fais attention, c'est peut-être pas ce mot-là, on va nous mépriser déjà qu'on est des petits. Et du coup, pour moi, c'était tétanisant. Je me disais, c'est si grave d'écrire. Et puis aussi, on ne devait pas écrire ses sentiments. Mais pourtant, pendant la guerre, vous dites qu'ils avaient lu, mais ils s'étaient écrits pendant la guerre. Et oui, il s'était autorisé de l'écriture parce que c'était mon père, en fait, qui avait épousé ma mère en 1938, parce qu'il n'avait, par dépit, pour se caser, parce qu'il avait été rejeté par la famille de la femme qu'il aimait passionnément, parce qu'il n'était que cet ancien, enfin, il était de basse condition,
Donc il avait été gardien de vache, elle avait appris, enfin ce qu'on appelait bedjoul en breton. Et donc il avait épousé ma mère, par des pipes, et parce qu'il fallait qu'il se casse, quoi, et il fallait une femme. Enfin, c'était un peu macho comme procédé. Ma grand-mère aussi avait placé sa fille comme ça dans ses bras. C'est un très bel homme, très sérieux. Donc voilà, premier bal, par ici le mec. Et donc, en fait, le mariage n'avait pas marché et la guerre a été presque une bénédiction parce que mon père a vu que ma mère se dévouait, se décarcassait, comme on disait pour lui. Il est tombé amoureux à distance. Et en plus, il n'avait que mon père ne pouvait écrire que des petites... Enfin, c'était contingenté, l'écriture par les nazis. Vous savez, c'était des formulaires et ça pouvait être lu. Et ce que faisait ma mère, c'était la même chose, c'était lu. Et donc, ils se sont dit des tas de choses parce qu'on avait quand même droit de parler d'amour malgré les nazis. Comme mon père n'était pas ce qui s'appelait un dangereux terroriste, il avait été tête brûlée pendant un temps, il avait été battu, mais là, bon. Et même à un moment, le désir d'écriture a été tel qu'ils ont réussi à échanger des lettres clandestines qui passaient par la base sous-marine de Lorient, c'est la plus grande construction nazie au monde, enfin nazie militaire, et qui était vraiment, c'était terrible, la base sous-marine de Lorient, la construction, et par des complicités d'Allemands qui avaient eu une sympathie pour mon père là-bas dans son coin près de Francfort. Et donc, ils faisaient passer des lettres clandestines. Ça a duré 3 mois, ils se sont arrêtés. Et donc, ils avaient compris que l'écrit, ça pouvait être magique. Mais après, quand ils se sont retrouvés, mon père s'est aperçu que, elle était restée pareil qu'avant. Et ma mère, elle s'est aperçue que, oui, ça ne fonctionnait pas comme dans Ciné-Monde, quoi. Ce bel homme, d'abord, il avait pris 5 ans de guerre, il était devenu très durci, etc. Et le ménage n'a recommencé à pas marcher, même si mon père était un homme extrêmement fidèle. Et donc, ils ont entreposé dans une valise au grenier, nous savions, nous les enfants, où elle était, toutes ces lettres, mais c'était comme un tabernacle, il ne fallait pas s'approcher. On le savait, je ne sais pas comment on le savait, d'ailleurs, et ces lettres, je les ai lues quand même il y a 4 ans, et c'est le début de Sortir de rien, où je découvre, et je découvre notamment, comme Laurence Nobécourt a parlé de son prénom, pourquoi ce prénom que je n'aurais jamais dû porter. On va y venir, parce que, en fait, votre mère, elle savait qu'il avait aimé une autre femme. Et au fond, toute l'histoire, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre assez violent, mais c'est pas du tout un livre de règlement de compte. C'est un livre qui fait le point sur quelque chose qui s'est passé entre une femme qui a fait beaucoup d'efforts pour aimer son enfant, qui était vous, mais qui n'y a pas réussi. Mais l'histoire du prénom, c'est comme un sceau, pas un sceau d'infamie, mais c'est comme un sceau. Oui, alors il y avait cette lettre, donc c'est une lettre dont j'ai parlé déjà dans Sortie de rien, qui est l'histoire de mon père. Et comment on se sort de la mouise, en gros, avec que sa tête. Et donc, je tombe sur cette lettre qu'il écrit en décembre 1939, donc pendant la drôle de guerre, il est dans la Somme, et ma mère est à 7 mois de grossesse. Donc, vous connaissez peut-être ce rituel, quand le bébé était bien accroché, pas d'échographie à l'époque, pas de suivi médical, on choisissait des prénoms. À ce moment-là, on se disait que l'enfant allait vivre, vraisemblablement, et c'est un rituel assez superstitieux. Et donc, mon père, en beau macho, propose des prénoms. 3 prénoms de filles, 3 prénoms de garçons. Alors là, je vais vous soumettre un petit exercice de logique. Je vais donner des prénoms arbitraires c'est pas les vrais prénoms, mais 3 prénoms de filles, Solange, Christine et Martine. Bien. Et 3 prénoms de garçons, je crois qu'il y avait Maurice, Roger et Jean, et ajoute-t-il, j'aimerais bien Jean, parce que, et puis de toute façon, je crois que ce sera un garçon. Bon. Parce qu'il y avait déjà une fille avant, il faut dire voilà. Ça. Alors, non, elle n'était pas née, ma sœur aînée. Donc, c'était pour votre sœur, c'est pas pour vous. Voilà, c'était en 1939, moi je suis née en 1950. Donc, il écrit ça. Alors, l'exercice de logique commence.
La première va s'appeler Solange, la deuxième va s'appeler Christine, mais c'est la cinquième qui va s'appeler Martine. J'aurais dû m'appeler Martine. Et la quatrième est un garçon, enfin un garçon, qui va s'appeler Jean, mais ma mère au dernier moment dit non, c'est plus de mode, on va ajouter le prénom du parrain, donc Jean-Louis. Bon, l'exercice de logique est simple, vous apercevez que le troisième n'a pas été donné, puisque je m'appelle vraiment Irène, si vous regardez mon état civil. Alors, d'où vient Irène? Or, ma mère, de temps en temps, non sans violence d'ailleurs, me lâchait brusquement, parce que moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose autour de ma naissance. Je ne me doutais pas que ça allait être un crocodile pareil. Je sentais qu'il y avait un lézard, je ne savais pas que c'était un crocodile. Et je demandais pourquoi Irène. Alors, j'ai eu Irène de Grèce, une princesse qui était née, je préférais un garçon tant qu'à faire. Oui, le tant qu'à faire était aussi intéressant. Bon, j'avais 6-7 ans, donc tant qu'à faire. Et j'avais pas de prénom pour toi. J'ai regardé La Liberté du Morbihan, le journal, la maternité, et j'ai vu qu'il y avait une princesse Irène de Grèce. Je t'ai donné ce nom. Puis une autre fois, j'y revenais parce que je trouvais ça assez louche. Quand même, les enfants ont un sixième sens. Et là, cette fois-là, c'était c'est à cause de Irène Joliot-Curie. Alors, moi, je savais pas. Alors, non, mais c'est une femme formidable. Alors, on était dans un port. Hein. Bon, il y avait toute la Irène Joliot-Curie et Marie Curie, après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était les héroïnes du Parti communiste quand même, et de l'école laïque. Alors nous, on était, ou des rouges, comme on disait en Bretagne, nous, on était des rouges. Hein. Mon père était socialiste, pas communiste, mais bon. Et puis une autre... Le rouge commençait très tôt voilà. En Bretagne. Et un jour, enfin, elle m'a dit, c'était une bonne amie de ton père. Alors, quand même, bon, là, D'ailleurs, j'étais assez contente, dans le fond. J'ai été troublée, mais contente. J'ai commencé à mouliner. Mais est-ce que vous saviez que vous aviez failli mourir à la naissance? Alors, oui. On vous Alors l'avait dit? Absolument, elle me l'a dit. Un jour, on était au grenier, qui est devenu un endroit... Elle vous l'a dit très tôt, non? Assez tôt. Assez tôt, je devais avoir 8 ans. Et donc, moi, je la questionnais régulièrement. Donc, elle rangeait des affaires de bébé qui étaient tricotées pour savoir si on jetait, etc. J'étais avec elle. Alors, je disais, c'est mes affaires de bébé. Oui, mais enfin, avant, c'était celle de tes sœurs. Très bien. Tout était un peu comme ça. Et je lui dis, mais... alors, c'était celle quand je suis née, mais je suis née où? Alors, elle me désigne, on le voyait, l'hôpital. Et elle me dit, oui, et tu as été ondoyée parce que tu devais mourir. Alors, je lui dis, c'est quoi ondoyer? J'ai cru entendre noyer. Et elle m'a dit, écoute, tu devais mourir et tu as vécu. Et alors, j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas morte? Alors là, elle ne répond pas. Et pourquoi je devais mourir? Mais je ne suis pas morte alors. Et elle me répond, probable. Donc là, comme je me sentais vraiment sur la touche, vraiment à 8 ans, très sérieusement, et donc j'ai commencé à aller au grenier. Il y avait un seul endroit dont je ne pouvais pas m'approcher, c'était la fameuse valise noire que mon père m'a donnée avant de mourir. Et puis, il y avait sur une planche qui était un peu disjointe et abîmée, et je lui avais donné un nom, et je l'appelais la blessure. Et voilà, et donc, alors il y avait eu des épisodes avant, dont le fait que j'avais commencé à 4 ans à appeler la voisine maman, oui. On vivait dans une cour. Madame Douarec. Madame Douarec. Qui était le contraire de votre mère, c'est-à-dire elle vous prenait sur ses genoux, elle vous touchait. Elle était... Oui, alors c'était un peu Madame Rosa. Hein. Alors, mon père ne l'aimait pas pour 2 raisons. Au nom de
on se devait d'être mince. Oui, elle était trop grosse. Et voilà. Alors, elle avait des gros seins. C'était le gras. Oui. Et alors, donc... Mais c'était bien les gros seins pour la petite fille. Ah, moi, j'adorais les aisselles même, je les reniflais. Enfin bon, c'était vraiment... Moi, j'adorais son corps. Mais c'est une histoire d'amour entre nous. Vous êtes passé un peu vite sur Irène, parce qu'au fond... Irène, c'était la vengeance. Irène, c'est celle qui va mourir. Alors, elle va mourir, donc on l'appelle Irène, donc on liquide l'amour du père en même temps. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, maintenant, j'ai compris, c'est-à-dire que quand il s'est agi de me nommer, je connais presque toute la vérité. Je ne sais pas maintenant si c'est à la sage-femme ou à mon père qui a dit ça, comment on l'appelle, et elle a balancé Irène, puisque j'étais destinée à mourir, manque de bol. Et encore plus, je suis encore là. Bon, elle est morte maintenant depuis 11 ans. Donc, après, elle s'est retrouvée dans une situation dramatique, puisque elle a toujours été obligée de dire Irène. Donc, le fait que je sois devenue écrivain était assez bien pour l'emploi du nom. Parce que, dans le fond, quand je suis devenue connue, j'ai su, puis un jour elle a fait devant moi, elle parlait de moi en disant Irène Frein. Donc, c'était Irène Frein tout collé, comme dans les adresses Internet. Mais vous l'avez appelée maman ou vous avez seulement appelé Madame Douarec maman? Alors, je sais qu'il y a eu cet grave incident où on vivait dans une cour. Hein, c'était... vous savez, on dit les 30 glorieuses dans l'histoire de France après 45. En fait, on oublie qu'il y a eu 15 ans que moi j'appellerais les 15 miséreuses. Ça a commencé, les 30 glorieuses, vraiment, qu'on soit d'accord ou non avec le gaullisme, mais quand même à partir de 58-60. Et pour nous, ça a été formidable d'en sortir. Donc on était très mal logés, dans une cour, c'est extrêmement misérable. Bon, ça, j'en ai pas parlé dans le livre, c'était pas l'objet. Enfin, on le sent quand même. Et tout le monde était les uns sur les autres. Et le voisin alcoolique du bout qui passait son temps à boire et à tabasser sa femme et éventuellement ses enfants, m'a dénoncé à mon père. En disant que vous appeliez Madame Douarec maman. Voilà, il nous a balancé. Et donc là, mon père et ma mère n'avaient rien vu, alors que c'était à même pas 10 mètres, rien entendu. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais malade, elle ne s'en apercevait pas. C'était mon père qui réalisait que j'étais malade. Et moi, je ne donnais pas signaux vraiment, à part des fièvres ou une... Bon, enfin, quelquefois, j'ai envoyé des signaux beaucoup plus forts, mais enfin, ça, bon, bref. Et mon père était un homme extrêmement diplomate et sagace. À la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie familiale, vu ce qui entourait ma naissance, il a compris que ça allait devenir cataclysmique et pour la mère et pour la fille. Et il m'a dit, écoute, tu ne peux pas appeler Madame Douarec maman. Une maman, on n'en a qu'une. Donc, tu ne peux pas l'appeler maman. Moi, j'ai trépigné. Bon, j'avais beaucoup de caractère. Et j'ai essayé une négociation et j'ai dit, parce qu'il m'a menacé aussi du KGB, et donc j'ai dit, je vais l'appeler maman, mais maman Eck. J'ai ajouté une désinence. Alors ça passait ou ça cassait, c'est passé. C'est vous dire à quel point il était assez malin comme humainement. Et donc je l'ai appelé maman Eck et j'ai organisé ma vie avec ma mère légitime et ma mère, si j'ose dire, concubine. Donc j'avais une liaison avec maman Eck, une liaison maternelle. On s'était choisis l'une et l'autre, hein, maman Eck et moi. Et puis alors ma mère évidemment a vexé, honteuse, et je la comprends dans cette société de la honte qui était la Bretagne de l'époque. C'est épouvantable quand même. Et je crois qu'il y avait un élément de la dégo que ça ne devait pas sortir de la cour. Et j'ai respecté. Et donc, si vous voulez, j'ai eu ma mère légitime qui essayait d'avoir les gestes de la maman. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Alors, et cette caractéristique de ma mère, pour ne pas tomber dans l'infamie de la honte,
comme elle était couturière, elle a redoublé de frénésie couturière. Elle était très douée et elle recevait le petit écho de la mode. Elle savait très bien faire des choses avec 3 fois rien. Alors, c'était des rapissages, mais quand même, c'était, vous savez, comme dans les livres, faites des plats sublimes à partir des restes. C'était la même chose pour les vêtements. Et c'était incroyable. Moi, j'ai été élevée dans cet univers de couturier, mais le reste ne passait pas. Mais les apparences étaient sauves. Et donc, j'ai continué ma liaison tranquille avec Maman Eck du moment que j'étais rentrée dans notre petit 2 pièces de cette longère quand mon père rentrait, était rentré. Il fait que je sois rentrée, etc. Donc, on avait un gentleman's agreement, vous savez, comme les hommes qui ont des maîtresses. Donc, je me suis comportée comme un petit macho de l'amour, de la quête d'amour maternel. Mais il y avait une chose qui était quand même très, très violente entre vous deux, entre votre mère et vous aussi, c'était physiquement, quand vous dites que vous avez trouvé des photos, que votre mère était une belle jeune femme et que 3 ans après votre naissance à vous, elle était vieille, elle avait vieilli. Oui, alors, c'est exactement, mais vieille au point, les photos... c'était terrifiant, quoi. C'était une femme dépressive. Et il y a très, très, très peu de photos de ma personne avec ma mère. Elle se tient toujours en retrait, quelquefois à 1 mètre. Elle ne vous tient pas la main, jamais? Jamais. Il n'y a aucune de ces photos. Ou même, par exemple, la photo, vous savez, vous connaissez ça, du bébé nu, là, qu'on faisait. Alors, avec la... Oui, alors on allait chez le photographe. sur le truc en fourrure. Voilà. Alors, il y en a pour mes sœurs, et il n'y en a pas pour moi. Et après, il y a plein de photos pour mon frère et ma dernière sœur. Donc, il n'y en a vraiment pas. Et à la mort de mes parents, donc, j'ai eu l'autorisation quand même de voir ce qu'il y avait un peu comme souvenir dans la maison. Et j'étais accompagnée d'un notaire et je suis tombée sur un sac en plastique de photos qui étaient manifestement destinées à être jetées. Bon, vous savez bien que les vieilles personnes font des rangements par moments assez radicaux et puis pré-funéraires. Oui. Et on comprend pas très bien la logique parce que mais il faut se mettre à leur place. Et voilà, je veux pas que ça. Et je tombe sur des photos au stupeur de mon baptême. Et il n'y avait pas de raison de faire un baptême. C'était daté, hein. Et elles étaient datées d'ailleurs 2 fois. Et pour que vraiment on voit bien, il n'y avait pas de raison de faire de baptême puisque j'avais été ondoyée et ondoiement vos baptêmes. Et d'ailleurs, mon certificat de baptême, quand je l'ai demandé... L'ondoiement, c'est l'extrême onction? C'est un baptême qui vous permet au bébé d'aller au ciel, de ne pas aller dans les limbes, parce que quand même on est gentil avec les bébés, quoi. Alors on les met dans les limbes, mais ça peut durer quand même une sacrée éternité. Un bout d'éternité. Donc il fallait quand même vous baptiser pour que vous alliez directement en mauvaise compagnie de païens. Vous voyez, vous n'imaginez pas ce que c'est que la compagnie des païens quand on est un bébé. Une longue éternité, c'est horrible. Donc ma grand-mère avait exigé l'ondoiement. Et d'ailleurs, quand ma mère m'avait raconté, elle a dit « Oh, c'est ta grand-mère évidemment qui avait décidé ça », et elle s'est mise à rigoler. Alors, et donc le baptême était utile quand même. Oui, parce que le baptême, alors moi je survis. Comme le dit un jour ma mère, devant des cactés, là, que j'arrêtais trop, elle dit « Arrête, c'est des vivaces ». Je lui dis « Qu'est-ce que c'est vivace ?» Elle me répond « Pas facile à mourir ». Donc là, j'avais pris quand même un coup dans la gueule. J'avais 4-5 ans. Et je pourrais vous mener au centimètre près sur le lieu où elle a dit ça, tellement ça m'a marqué. Alors, passons. Et donc, là, le certificat de baptême que j'ai, si je devais prouver que j'ai été baptisée, par exemple, eh bien, c'est le certificat de l'ondoiement, parce que la hiérarchie catholique, vous savez, elle va pas faire de baptême. Hein. Ils voulaient bien, à l'époque, encaisser l'argent, mais pas faire un deuxième. Si le deuxième rapportait du fric, c'était tant mieux. Alors, donc, moi, je l'avais. Donc, il y avait pas. Et ils organisent un autre baptême. Et ils sont pas très cathos. Mon père est de gauche. Enfin, il croit à une transcendance, mais bon, il va pas à la messe, etc. Et il n'aime pas trop ce qu'on appelait les curés en Bretagne. Mais enfin, il respecte. Il est réglo, on ne sait jamais. Et puis, bon.
faut respecter la transcendance quand même, mais enfin pas plus, quoi. Et il organise un baptême très spectaculaire. Ils n'ont absolument pas d'argent. Ils vivent avec moi donc à 5 dans une pièce unique à terre battue où on m'ajuste un paravent pour respecter l'intimité des parents. Et tout le monde est habillé de neuf, tous les cousins, etc. Procession dans les rues, donc c'est Kodak, quoi. Et mais vraiment, tout le monde est nickel, en blanc, pour les enfants, des fleurs, etc. Et ma mère n'apparaît jamais. Mais il faut dire que c'est la sœur de votre mère qui a un chapeau et tout. Elle fait fonction de mère. Elle est sapée, ma tante, vraiment très mode. Vous voyez un chapeau comme ça, très raffiné. Vous voyez un petit peu dans le genre de celui que Grace Kelly va porter en arrivant à Monaco sur le paquebot Constitution, quand même assez étonnant pour une femme d'ouvrier. Donc c'est aussi ma grand-mère qui avait dû payer, etc. Mais nickel, tout le monde nickel. Et puis, pas de mère. Alors, pendant 3 semaines, j'ai essayé de persuader mon mari que c'était quand même ma mère. Enfin, à mon âge, vous vous rendez compte? À mon âge, essayer le déni parfait comme ça. Mais non, mais c'est ma mère. Mais alors, un jour, mon mari et une amie ont eu assez. Ils se sont réunis, ils m'ont dit, Irène, maintenant, si tu veux écrire ce livre, il faudra peut-être quand même que tu vois les choses en face. C'est pas ta mère. Et ma mère apparaît sur la photo de groupe pour le café ou le déjeuner après. Et 3e rang, elle se cache. Avec la loupe électronique, on voit qu'elle a juste une petite barrette en fer pour retenir une coiffure en broussailles, une tête de femme dépressive, mais au fond de la dépression. Je suis au 1er rang, dans les bras de ma tante qui est toujours dans le rôle de la mère. Mon père, c'est toujours la même situation. Il est d'ailleurs assez loin de ma mère. Elle ne veut pas s'approcher de lui. Lui, alors, c'est toujours le bel homme. On sourit, on avance, il ne se passe rien, etc. Ma grand-mère, totalement... quelle situation? Enfin, elle fait la gueule, quoi, en gros. Vraiment, elle fait la gueule. Mon grand-père aussi. Moi, je hurle. Mais ma mère... elle ne se précipite pas pour prendre le bébé dans le bras. C'est-à-dire que si elle était restée parce qu'elle était fatiguée ou autre, elle aurait dit je vais le prendre dans les bras. Et je pense que, ma tante étant décédée, je n'ai pas pu la questionner, mais qu'en fait, c'était ma tante qui était présente à la maison et que, d'après ce que j'ai vu de l'état civil, des mensonges que mon père m'avait fait, lui qui n'était pas du genre à mentir, qu'il s'agissait tout simplement d'un déni de grossesse. Donc, à partir de là, j'ai voulu comprendre cette femme, comment elle fonctionnait. Mais c'est la photo du baptême qui vous a déterminé à écrire le livre ou vous vouliez déjà avant? Je voulais l'écrire, oui. Je voulais l'écrire. Je voulais l'écrire depuis... Enfin, et mon éditeur me le demandait depuis très, très longtemps parce que il s'était passé alors, pour le coup, un incident professionnel, dirons-nous. C'est que quand j'ai écrit un de mes livres, La Maison de la Source, qui parlait déjà de cette enfance, mais du vivant de mes parents, et ils savaient que je voulais écrire ce livre. Et mon père m'avait donné des documents. Il sentait ma mère très réticente. Mais elle, il y avait un interdit pour elle. On ne parle pas de la famille. Alors, elle m'avait déjà prise dans un coin de la cuisine quelques années avant, au moment de la parution d'un livre qui n'avait rien à voir et qui s'appelait Secret de famille. Elle m'a dit je t'interdis de parler de la famille. Mais plutôt encore, au moment où vous avez évoqué, Frédéric a évoqué mes premiers livres, dès mon 2e livre, elle m'a interdit d'aller à la télévision, dans les émissions littéraires, ou bien dans, vous savez, la médiatisation. Elle m'appelait, je me souviens en fait d'une émission littéraire, apostrophe pour ne rien dire, tu ne dois pas. Et là, j'ai dit, écoute, tu te mets sur ton poste et tu me verras. Et après, chaque fois qu'il arrivait des difficultés dans la famille, elle me considérait comme responsable. Donc, c'est ça aussi qui m'a incité à m'interroger. Et quand paraît ce livre, ce premier livre sur mon enfance, là, c'est quand même un grave incident professionnel, puisqu'elle fait écrire par son bras armé, qui était ma 2e sœur, et qui était son bras armé depuis l'enfance. C'est-à-dire que quand elle voulait, elle faisait faire le sale boulot par cette sœur,
quand j'étais petite, dans le dos de mon père. Et là, c'était la même chose. C'est ma sœur qui a fait le sale boulot. Elle a écrit 2 fois à mon éditeur pour demander le retrait de la distribution des livres, de mon livre. Donc là, l'éditeur, bon, d'abord, c'était pas possible. Et puis en France, on n'interdit pas les livres. Et puis il n'y avait rien en plus. En plus, il n'y avait pas matière. Il n'y avait pas matière. Donc à la 2e lettre recommandée, quand même, l'éditeur m'a dit, écoutez, elle est coriace, votre sœur. Et on a parlé. Et je lui ai dit que, bon, je me suis un petit peu confiée quand même en mon éditeur qui ne connaissait rien de ma VPV. Mais bon. Et à ce moment-là, j'ai écrit à mon père. Enfin, à ma mère et à mon père, mais je savais que ma mère ne pourrait pas cacher cette lettre, qu'elle n'oserait pas. C'est-à-dire que, comme on dit dans nos belles provinces, elle craignait son mari. Vous voyez, elle le craignait. Vous connaissez l'expression. Et donc, mon père, et alors là, pater familias, il m'a écrit, il m'a dit « tout est vrai », il a énuméré tous les éléments, et tout est vrai, tout est juste, il n'y a pas matière à s'indigner. Il ne connaissait pas le droit, mon père, hein, mais en fait, c'était la meilleure protection juridique. Et il a dit, tu sais, ta sœur est malheureuse. Et puis, il m'a énuméré les raisons pour lesquelles elle était malheureuse. Bon. Mais là, j'ai été très, très sonnée. Très sonnée parce que interdire d'écrire, c'est comme en Argentine, on cassait les mains des pianistes. Donc, je me suis dit, il y a un gros loup. Et inévitablement, ça a réveillé en moi le diable écrivain, parce que Josiane, nous sommes des diables. Hein. L'écrivain va où il n'a rien à faire, parce que c'est là qu'il a tout à faire. Et tout acte d'écriture, c'est une banalité de le dire, et ça a été déjà dit ici, c'est un acte de transgression. Et mais la fille à histoire, vous n'auriez pas pu l'écrire du vivant de vos parents, si? Non, parce que d'abord, j'avais pas les archives. Et aussi, surtout, moi, j'ai été prise de crise de rage quand même par moment, avec tout ça. Je vais pas me dépeindre sous voilà, je suis un être de lumière, nanana. Par moment, je me disais, mais quel salaud, quel monde de salauds, c'est des odieux, c'est atroce. Puis les enterrements étaient des catastrophes, on voulait pas que j'y aille. Enfin, bon, ne revenons pas là-dessus. Mais je me disais, mais comment je peux mettre ça par écrit, toutes ces saloperies qui arrivent, etc. Alors, à un moment, ça a été plus fort que moi. C'est-à-dire que je me suis dit, mes parents étant morts, et moi, ayant l'âge que j'ai, je me suis dit, bon, voyant des gens attraper des cochonneries, mourir, etc., un jour, ça va m'arriver. Ça peut arriver demain, puis de toute façon, on meurt aussi bien en tamponnant des escabeaux de marche. Hein. Bon. Et je me suis dit, tu dois mettre les choses au net. Et ça a été un sentiment d'urgence. Mais à l'âge que j'ai, je pense que j'étais outillée pour comprendre. Donc, j'ai pris mes outils, ma boîte à outils, essayé, et je trouvais que c'était intéressant de comprendre la psychologie d'une mère dépressive, rejetante et d'un déni de grossesse. Alors, j'ai vu le grand méchant loup qui se levait, mais donc on va pas avoir le temps de parler des boutons. Alors, les boutons, c'est pas les boutons, hein, c'est des boutons, et ça détermine quelque chose dans votre... Oui, parce que ma mère, pour résumer, est la mère de mes histoires. Ma mère était narrative, donc je me pendais à sa bouche pour voir si dans un bout d'histoire, il n'y avait pas le secret. C'était l'histoire d'une gamine très vive et très à l'affût et très curieuse. Je tiens debout parce que mon père est là. Alors justement, est-ce que c'est ma dernière question parce que mais il faut que vous lisiez le livre parce qu'il y a une l'histoire de la Grande Marraine est très très intéressante. Bon, on peut pas en parler maintenant, mais je voudrais savoir juste pour finir si vous vivez comme ce qu'on pourrait appeler une fille à père. Moi, je suis une fille à père, mais je suis aussi la fille de la Grande Marraine parce que il fallait, avec cette mère vieillie, dépressive, aigrie et par moments extrêmement brutale et rude, une figure d'identification qui a été cette merveilleuse Grande Marraine qui s'appelait en fait Le Bouquin et qui a une vie extravagante. Qui n'a pas été écrivain malgré son nom. Qui n'a pas été écrivain malgré son nom. Voilà. Et j'ai eu aussi cette mère des histoires parce que comme il fallait une échappatoire, il fallait fuir, très tôt, j'ai commencé à raconter des histoires, sans doute à l'instigation d'un médecin pédiatre à qui, parce que ça allait très mal, on m'a montré. Et donc, j'ai appris, et je pense que je reste ainsi,
pour moi, écrire, c'est entrer dans ce monde parallèle en état presque, je pense qu'on est tous comme ça, d'auto-hypnose, l'imaginaire, ou bien m'identifier à un être qui a vécu, historique, célèbre ou pas, et de reconstituer sa vie, et de me faire et de pénétrer le secret des êtres. Donc je me suis inventée avec des figurines de mode, des mers de papier, et puis après, ça a été le plongeon dans l'écriture. Et ce livre, c'est aussi comment on plonge dans l'écriture et comment on arrive à s'en sortir avec les mots. Mais justement, vous avez choisi cette phrase de Butor, écrire, c'est détruire les barrières, et là, vous avez détruit une dernière barrière. Ben oui, alors quelquefois j'y suis allée à la masse, et d'autres fois, avec l'âge, on y va avec plus de taxes. Mais écoutez, du moment qu'on franchit les barrières, qu'on y va et qu'on quitte le monde réel pour ce plus vrai que le réel, qu'est la littérature, eh bien, et quoi qu'on écrive, du moment qu'on a cette plongée et cette transgression majeure, eh bien, pour parler comme l'a fait tout à l'heure Laurence Nobécourt, on est à sa place. Merci beaucoup.